Bonjour, chers auditeurs, auditrices pour ce cours. Aujourd'hui, nous allons aborder le module 5. Ce module s'intitule Les stratégies de résilience des économies de l'Union de 2 mois face à la crise de la COVID-19. Donc, rapidement, 4 points seront abordés dans ce module. D'abord, nous allons essayer de ressortir les facteurs qui ont permis une bonne résilience des économies de l'Union. Et puis voir les stratégies de résilience au niveau des institutions. Ensuite, les stratégies de résilience proposées par la Banque centrale, donc la BCEAO, et la stratégie de résilience des entreprises, donc du secteur privé, un acteur clé de développement dans nos économies. Donc, rapidement, disons que la pandémie de COVID a touché nos pays, nos économies, qui sont des économies relativement fragiles. Et c'est vrai que cette pandémie n'a pas aussi touché en termes de perte de vie humaine nos économies par rapport aux économies occidentales, mais en termes d'effets néfastes sur nos économies, ces effets sont relativement très prononcés. Et donc, il faut dire qu'afin de limiter le phénomène de résistance au changement, il y a l'intégration d'une culture de résilience organisationnelle s'avère relativement très importante. Mais il faut dire que dans le cas espèce, il y a un certain nombre de facteurs. Aujourd'hui, on dit, voilà, l'Afrique n'est pas tant touchée, mais il y a un certain nombre de facteurs qui pourraient expliquer cette résilience. Et donc, ce module vise en réalité à présenter les stratégies de résilience des économies de l'Union. Alors, quels sont les facteurs qui ont permis cette résilience? D'abord, il y a les facteurs démographiques. Il y a la jeunesse du continent africain en général qui fait que l'Afrique est moins exposée à des pertes de vies humaines ou bien est moins prédisposée à faire de la maladie. Donc, cette jeunesse de la population africaine est considérée comme un facteur qui a permis d'avoir moins de cas que le reste du monde. Alors, il y a aussi un élément très important, c'est que nos économies ont réussi quand même à développer des politiques vaccinales, et on voit bien que quand bien même aujourd'hui l'Afrique, c'est actuellement qu'on a commencé par avoir des cas de production de vaccins en Afrique, mais nos pays ont quand même tenté de développer des politiques qui ont permis de démarrer la vaccination, et ce qui quand même devrait permettre de réduire les cas de contamination. Voyez. Donc, pour mettre un accent particulier sur l'indice de résilience, la vaccination a joué effectivement un grand rôle. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est encore de mobiliser des ressources pour continuer la vaccination, puisqu'il y a une mutation du virus et ça s'avère encore plus inquiétant. Et donc, il faut mobiliser les ressources. Donc, les finances publiques sont indexées pour permettre à ce que nos économies deviennent encore de plus en plus résilientes. Et disons qu'à l'échelle mondiale, environ 2,7 milliards de doses ont été administrées, dont un peu moins de 1,5 sur le continent. Donc, vous voyez bien que le challenge est encore relativement très grand, même si nos pays font des efforts dans ce sens. Un autre facteur de résilience très important, c'est l'utilisation des TIC. Aujourd'hui, avec la digitalisation, on a vu que avec l'avènement de la crise, l'utilisation de la technologie a permis quand même d'atténuer les effets dans la mesure où le télétravail a continué, le business a continué en ligne, le e-commerce, ainsi de suite, ce qui fait qu'en réalité, l'utilisation des technologies, donc les TIC, peut plutôt être considérée comme un facteur de résilience. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre encore plus d'accent sur la contestabilité du marché des télécommunications. Si on arrive à avoir des services de télécommunications à moins
coût comparé aux autres. Ça doit être des gains de productivité et pour nos économies. Et ça va permettre encore de mieux se préparer à des chocs exogènes de taille. Alors, quelles sont les stratégies de résilience développées par, ou bien proposées plutôt par les institutions? Disons que l'année 2020 a été marquée, comme on vient de le dire, par cette propagation de la crise, et puisque les économies sont intégrées. Donc, rapidement, les cas de COVID ont été euh, euh, propagés à travers le monde. Donc, ça a eu naturellement des répercussions. Donc, dans ce contexte, une prévision de 6,6 en 2000, OK, pour l'Union. L'Union a enregistré en réalité, vous voyez, 0,7. Et après avoir enregistré autour de 6% de croissance en 2019. Donc, l'impact est réellement prononcé. Et nous disons que, comme nous l'avons vu dans d'autres modules, les secteurs, tous les secteurs ont été touchés, mais le secteur de transport, hôtellerie, la restauration reste le secteur ou bien les secteurs les plus affectés par la crise. Au niveau des finances publiques, naturellement, vous voyez, nos économies, avec les critères de convergence, se battaient quand même pour avoir un niveau de déficit budgétaire global réglementaire. Mais avec cette crise, on a vu que le déficit, naturellement, devrait augmenter parce que le ralentissement de l'activité économique a posé des difficultés de mobilisation de ressources. Les plans que nos pays ont développés, les plans de riposte que nos pays ont développés à travers le soutien au secteur privé et autres, ont permis quand même d'estimer des niveaux de déficit budgétaire relativement élevés. Donc, disons que cette aggravation s'explique d'une part, comme je viens de le dire, par des mesures fiscales que nos États ont eu à prendre depuis la hausse des dépenses publiques, notamment pour les dépenses de santé. Et puis, dans d'autres pays, on a eu des programmes de transfert monétaire parce qu'il y a eu des confinements, donc pour les couches les plus vulnérables dans cette région. Donc, relativement à la surveillance multilatérale ou les critères de convergence, comme nous l'avons dit, les chefs de l'État ont décidé, le gouvernement ont décidé la suspension temporaire de ces critères de convergence, le respect de ces critères de convergence pour permettre à ce que les pays aient une marge de manœuvre. Donc, cette flexibilité aussi a permis, au niveau institutionnel, a permis quand même de contenir les effets négatifs. Donc, les orientations de politique économique également dans les pays de l'Union ont permis à un moment donné, de renforcer les mesures et d'accompagner les entreprises, les acteurs pour atténuer ces effets de la crise. Les pays membres, disons que les pays membres ont été invités également à renforcer la promotion de l'économie numérique, comme nous l'avons dit, et verte, parce que la digitalisation est un facteur clé dans la résilience de l'économie, que ce soit chez nous ou bien dans les pays les plus développés. Et si aussi l'intensification des activités des industries locales, puisque la dépendance aussi a permis d'aggraver dépendance vis-à-vis de l'économie mondiale. Et donc, une idée aussi, c'est d'identifier les activités de l'industrie locale et de continuer le développement des échanges intracommunautaires dans le but d'améliorer toujours cette résilience. En matière de modernisation du cadre de gestion des finances publiques, le suivi, l'évaluation des réformes ont été réalisées, les appuis et le renforcement des capacités ont été. Donc, disons même qu'aujourd'hui, en termes de finances publiques, la nouvelle donne prônée par l'UEMOA, c'est le budget programme. Et par exemple, pour le cas du Togo, ce budget programme a été lancé cette année, a été mis en œuvre et on verra à la fin de l'exercice comment est-ce que ça a apporté comment est-ce que ça peut changer ou bien amener à une plus de résilience
dans l'atteinte des résultats de développement de nos économies. Également, au niveau des échanges commerciaux, il y a la facilitation des échanges, la promotion des échanges commerciaux, le suivi de mise en œuvre des recommandations, des mises en champ du commerce et de surveillance commerciale. Ça aussi, c'est puisque les pays ont eu à fermer les frontières et donc pour le déplacement surtout des humains, mais des mesures ont été prises en termes de facilitation des échanges pour que le commerce continue au sein des pays. Il y a aussi des actions de barrières non tarifaires, de plaidoyer de sensibilisation des acteurs, puisque les barrières non tarifaires en général constituent aujourd'hui, surtout dans un cadre intégré, constituent aujourd'hui les freins au commerce. Par rapport à la ZLECAf, disons que au niveau institutionnel, les pays ont presque ratifié, ont tous presque ratifié l'accord sur la ZLECAf et sa mise en œuvre a été mise à mal par la COVID, mais aujourd'hui, les pays ont quand même élaboré leur stratégie, la majorité déjà, et voilà, moi-même, je participe à l'élaboration de la stratégie. Je participe à l'élaboration de la stratégie pour le Togo. Et aujourd'hui, nous élaborons la stratégie pour ECOWAS, pour la CEDEAO, même si l'UEMOA, en interne, devrait également faire l'effort d'avoir une stratégie UEMOA, ZLECAf, UEMOA. Même si on sait que ce qui se fait de manière participative avec la CEDEAO. Bientôt, nous allons passer à la validation de ces documents de stratégie que j'ai eu l'honneur de rédiger avec le professeur Sek. La Commission a consolidé son partenariat avec la Banque mondiale, donc la Commission de l'UEMOA, avec la Banque mondiale à travers la poursuite de la mise en œuvre des projets et des programmes régionaux actifs. Ça aussi, ça permet quand même de rendre nos économies plus résilientes. Il faut mettre aussi l'accent sur le fait que depuis le sommet de Paris, l'option des droits de tirage spéciaux a été prise. Aujourd'hui, disons que les besoins de relance, mais les besoins financiers de relance du continent se chiffrent autour de 250 milliards de dollars, mais on voit que même si les droits de tirage spéciaux pour tout le continent se situent autour de 30 milliards, mais donc c'est très, très loin de ces besoins de relance, de financement de la relance dans nos pays. Et donc, comme on le sait, les débats sont en cours, les pays développés s'efforcent de vouloir utiliser leur DTS, leurs droits en faveur de nos économies. La France s'est annoncée et d'autres suivent. Alors, quelle stratégie de résilience proposée par la Banque centrale? La Banque centrale a joué un rôle très, très important, actif d'ailleurs dans le cas de la COVID, avec une politique accommodante. Ça, c'est très important de le souligner. Et donc, dans le contexte de faible inflation, elle a réduit son taux d'intérêt à son niveau historiquement bas. Voilà, puisque dans les mécanismes de financement ou bien d'intervention de la Banque centrale, le taux directeur reste un outil très, très important. Le taux moyen pondéré des opérations hebdomadaires d'injection de liquidité s'est établi à 2,35. Vous voyez, au cours de l'année de 2020, hein, en recul, vous voyez, en termes de plus de 100 points par rapport à l'année 2019. Au total, l'encours de refinancement accordé aux banques a progressé de 24, donc de 24,5. Et donc, ce qui dénote quand même d'une politique monétaire accommodante qui a permis quand même à nos économies d'être plus résilientes. Donc, en termes de liquidité, on constate que la Banque centrale a augmenté beaucoup sa liquidité en faveur du financement de l'économie. Elle a ensuite décidé de servir la totalité des besoins exprimés par les banques sur les guichets de refinancement. Et les chiffres en parlent. Également, elle a procédé à la cotation de 1700 entreprises non financières pour lesquelles les banques financières n'avaient pas jusque-là sollicité des demandes d'accord de placement.
Ouais, donc, c'est des mesures quand même que la banque a eu à prendre et qui ont permis d'atténuer ou bien d'aménuiser les effets euh, de cette crise de la pandémie de Covid. Dans le contexte économique pur, euh, marqué par des effets, okay, disons que la détente des conditions d'octroi de crédit à la clientèle par les banques de l'Union s'est poursuivie au cours de l'année 2020. Et ceci, il faut dire que c'est parce que l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale a permis quand même aux banques d'être plus réceptives des demandes de crédit que le secteur privé ou bien les entreprises demandent. Donc, ça a permis quand même, pas dans le report d'échéance, de remboursement des crédits, tout ça, ça a permis quand même aux entreprises de faire face à la crise. Mais il faut noter que rapidement, déjà, les entreprises ont commencé à réagir favorablement en remboursant leurs crédits, les encours de leurs crédits, déjà cette année 2020. Les derniers chiffres du premier trimestre ont montré que les entreprises, il y a un signal relativement positif de la reprise de l'activité économique à travers euh, les, 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 le fait que les entreprises arrivent quand même à honorer à leur engagement vis-à-vis des banques. Donc, en conséquence, l'offre de crédit a maintenu sa dynamique haussière et les conditions débitrices se sont de plus en plus assouplies. Voilà comment est-ce que la Banque centrale a activement intervenu. S'agissant des entreprises, comme venons de le dire, la crise se présente comme un défi majeur et également. Et donc, les entreprises qui sont le tissu productif, OK, et qui devaient permettre la relance de notre économie ont été touchées. Donc, comment est-ce que ces entreprises ont réussi quand même à être résilientes? Donc, il y a les questions d'accès au financement, comme venons de le dire, et puis il y a l'insertion, l'intégration de l'économie informelle. Donc, aujourd'hui, il convient d'organiser l'intégration progressive des entreprises informelles dans le secteur formel par le biais des mesures d'incitation fiscale adaptées et à un accès, un accès de facilité et meilleur marché au financement. Donc, il faut quand même, disons que ce qui est très important, c'est d'encourager la formalisation du secteur informel dans nos économies pour quand même permettre une meilleure résilience. Par rapport aux accès au financement, que ce soit les micro-entreprises ou bien les petites et moyennes entreprises, il faut que la politique accommodante de la Banque centrale puisse continuer afin de permettre à ces entreprises-là d'aller sur le marché également financier, aller vers les banques pour quand même essayer, à travers des mécanismes de capital investissement, de renforcer leur capital et naturellement l'investissement pour permettre à ce que ces entreprises-là continuent par produire et maintenir le niveau d'emploi, pourquoi pas aller au-delà. Et ça va permettre même à la fiscalité d'être plus à jour et permettre aux finances publiques véritablement de jouer leur rôle dans la stratégie de relance de nos économies. Puisque par rapport à la fiscalité, c'est les entreprises en général, puisqu'on a les retraits fiscales et les retraits non fiscales. Les retraits fiscales, c'est quand même les entreprises qui sont considérées comme les poumons de nos économies, qui financent même le budget, beaucoup le budget de l'État. Donc, un appui à ces entreprises ne ferait que, en effet, retour, permettre une bonne santé financière de nos finances publiques. Il y a également l'insertion dans les chaînes de valeur, dans les chaînes de valeur mondiales. Donc, les limites, la tendance à la balkanisation, les chaînes observées par le passé devront faire l'objet d'une réévaluation après la crise. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de voir
comment est-ce que nos entreprises peuvent mieux s'insérer dans les chaînes de valeur. Pourquoi pas, avec aujourd'hui, je pense qu'avec la ZLECAf, c'est une opportunité pour le continent africain, et donc naturellement pour les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, de développer des chaînes de valeur régionales, n'est-ce pas, pour permettre à ce que nos économies soient plus résilientes face aux chocs exogènes qui peuvent venir du reste du monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une crise sanitaire et donc on parle plus de droits de propriété par rapport aux produits pharmaceutiques. Donc, essayons quand même dans nos économies de voir comment créer cette chaîne de valeur-là pour l'ensemble des produits pour lesquels on a des avantages comparatifs et aller vers des investissements innovants hein, pour rendre plus résilients nos économies. S'agissant de la contestabilité du marché, il est indispensable d'améliorer la contestabilité du marché et la concurrence grâce à des réformes du marché public et la révision des tarifs douaniers. Bon, par rapport à ça, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on va rendre plus concurrentielles nos économies pour permettre à ce qu'il y ait plus d'investissement, en fait. Voilà. Par rapport au capital humain, les investissements dans une main-d'œuvre qualifiée sont cruciaux pour renforcer la compétitivité, faire baisser le chômage et obtenir des gains de productivité indispensables à la croissance du secteur privé. Voilà quelques actions que le secteur privé, en faveur du secteur privé pour que nos économies se préparent à une meilleure relance post-Covid, même si aujourd'hui on sait que nos économies en réalité ont amorcé cette reprise et on constate quand même des investissements relativement prononcés dans le secteur de l'énergie, secteur des infrastructures, pour quand même rendre prédisposer nos économies à cette relance post-Covid. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, pour ce module, voilà résumé quelques stratégies de résilience au niveau des institutions, que ce soit internationales, au niveau de l'Union, les politiques prises au niveau de l'Union, les politiques au niveau que la stratégie que la Banque centrale a mise en œuvre et qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour rendre encore plus résilientes nos économies. Voilà, nous retrouvons à la fin de ce module 5.